Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. Le projet de loi 59-24 sur l'enseignement supérieur est arrivé au Parlement à fin septembre, un mois après son adoption en Conseil de gouvernement. Il est donc en discussion alors même que monte un vent de mécontentement dans les rangs des concernés, c'est-à-dire les enseignants et les étudiants essentiellement. Ce texte législatif se propose de revenir sur les grands problèmes que connaît notre université et sur les moyens d'y répondre. Alors en bloc, les problèmes sont toujours les mêmes, en l'occurrence la réorganisation de l'université, l'adéquation de la formation avec les exigences du marché du travail, la gratuité de l'enseignement, l'admission au cycle supérieur et la transformation de la recherche académique du théorique à l'opérationnel. Donc, sitôt introduit dans le circuit législatif, le projet de loi 59-24 établit une rupture entre deux visions de l'université. Celle du gouvernement qui aspire à intervenir en mettant en adéquation l'université avec son environnement et celle de l'université qui veille à préserver son autonomie et son indépendance qu'elle considère menacée. Deux visions donc qui vont être commentées et débattues par deux experts et éminents spécialistes dans le domaine universitaire. C'est Mohamed Gzila, professeur Mohamed Gzila, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité avec mon ami, mon collègue Selwardi. Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur et spécialiste des politiques éducatives. Bienvenue, professeur Gzila. Professeur Wardi Lapas, bonsoir à vous aussi. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant de droit public à l'université Mohamed V. Merci pour l'invitation et merci, honoré d'avoir participé. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous propose de visionner un sujet que nous commenterons juste après, avant d'entrer dans les questions. À tout de suite. Diversification des filières, meilleure adéquation avec le marché du travail, promotion des filières scientifiques et techniques, consolidation des capacités des universités régionales, l'année académique promet d'être chaude et animée en raison des nombreuses réformes à mener. Et même quand les réformes sont décidées, elles ne sont pas toujours correctement appliquées, comme pour les admissions en master, facilitées par décret mais toujours complexes dans la réalité. En effet, alors que seule une sélection sur dossier était annoncée, plusieurs universités ont organisé des concours écrits et oraux que les étudiants contestent. Mais le plus grand motif de mécontentement des étudiants et des enseignants à travers leurs syndicats est la prise de décision par le ministère sans concertation avec eux. Que cela soit pour l'admission dans un cursus donné ou pour les critères d'éligibilité à l'obtention d'une bourse, les étudiants et leurs familles critiquent le manque de dialogue et de concertation. Il y a aussi la question de la privatisation de l'enseignement supérieur et de la fragilisation à terme de l'université. De plus en plus d'institutions privées ouvrent un peu partout dans le royaume et exacerbent les tensions autour de l'égalité des chances, ces universités privées étant bien évidemment payantes, mais des universités publiques tarivent aussi certaines de leur filière. Autrement dit, syndicats d'enseignants et étudiants considèrent que la politique gouvernementale menace la gratuité de l'enseignement supérieur et accroît l'exclusion sociale, ouvrant la voie à une sorte de marchandisation de l'éducation. Et comme depuis de très nombreuses années, le problème de l'adéquation de l'université et de ses cursus avec les exigences du marché du travail se pose avec encore plus d'acuité. Cette inadéquation induit et renforce le phénomène de la déperdition universitaire, les étudiants ne jugeant plus nécessaire de poursuivre loin leurs études quand ils voient leurs aînés peiner autant pour trouver du travail. Et tout cela se produit en pleine discussion du projet de loi 59-24 sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, adopté par le Conseil de gouvernement le 28 août dernier et soumis à l'examen législatif un mois plus tard, fin septembre. Après plusieurs années de concertation et de discussion, l'université marocaine semble toujours se chercher et les autorités publiques, elles, cherchent toujours une voie de résolution. Nous avons donc visionné le sujet. Professeur Gzila, vos commentaires, premier commentaire sur le sujet d'une manière tout à fait synthétique. Écoutez, ça fait longtemps qu'on tâtonne. Ça fait longtemps qu'on est en train de tituber sur une problématique assez complexe, ça, il faut le reconnaître. Et à mon sens, pourquoi il y a création d'une nouvelle loi? On crée une nouvelle loi, soit parce qu'il n'y a pas de loi, soit que l'ancienne loi est périmée, est dépassée. Et c'est ce qui arrive. C'est une loi qui a vécu pendant 25 ans. Et c'est une loi qui contient aujourd'hui des insuffisances, des tares, des dépassements. Et donc, il fallait une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, c'est la loi 59-24, et c'est une loi qui apporte énormément de choses.
hein, énormément de choses. Il faut le reconnaître. Maintenant, il y a une contestation de démarche. Et c'est là le problème. Parce qu'une loi, on ne peut pas la créer uniquement d'une manière unilatérale. Hein, il y a des acteurs. Ce sont des enseignants. Il y a le milieu associatif. Il y a des parents. Donc, il fallait, à mon sens, faire un grand effort dans ce sens-là pour pouvoir débattre et discuter, échanger. Voilà la question qui se pose. Donc ça a été fait d'une manière pas participative, c'est ce que vous dites? Non, elle n'a pas été... Elle a été participative, mais d'une manière restreinte. D'accord. Voilà, c'est un choix du ministre. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord sur le choix? Non, personnellement, je ne suis pas d'accord sur le choix. Il fallait consulter le syndicat, il fallait consulter d'autres acteurs qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Ceci étant, la loi n'est pas mauvaise, elle est bonne, elle apporte beaucoup de choses positives. Maintenant, la question n'est pas d'évaluer une loi, la question, c'est la faisabilité, c'est la mise en application de la loi. Et c'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, cette loi, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, elle apporte une autre vision de la gouvernance, on en verra tout à l'heure, une autre vision de l'offre de formation, une autre vision du développement des compétences, une autre vision de, je dirais, de la pseudo-adéquation formation-emploi. Je dis pseudo-adéquation parce que l'adéquation dans le sens absolu n'existe pas. Et par conséquent, elle apporte énormément de choses positives. Donc on va retenir que c'est une bonne loi sur le texte, mais dans l'application, ça peut poser problème. Et que l'aspect participatif n'a pas été intégralement réalisé, disons, sur toutes les... Tout à fait. Pourquoi elle posera problème rapidement? Parce que s'il n'y a pas de partage d'idées, il n'y aura pas d'engagement des enseignants. Les acteurs essentiels de la réforme, ce sont les enseignants. Ils ne sont... Et les étudiants aussi, professeur Lepers. Donc on entend une problématique assez complexe. Hors antenne, vous nous disiez que il y avait du mouvement au niveau des universités. Votre réaction au sujet? Très bien, je vois qu'il faut prendre tout son temps pour accéder à cette réforme, parce que la réforme n'est pas imminente, n'est pas urgente. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un cumul. Le cumul est aligné à une stratégie nationale de formation universitaire 2015-2030. Et on a, spécifiquement parlant, un conseil supérieur de la formation. Ce conseil est là, il a donné beaucoup de conseils, il a donné beaucoup d'arguments pour accompagner cette réforme. Je pense que le problème persiste sur une base tripartite. Le premier point concerne le malentendu entre le syndicat et le ministère, ça d'une part. Donc c'est la communication qui n'a pas bien passé, ça d'une part. Le deuxième point, c'est le chevauchement entre la règle qui stipule que la non-rétroactivité de la loi n'est pas du tout tolérée, parce que nous avons quand même beaucoup de cahiers de charges qui orientent la formation du master et bien sûr des licences d'excellence et ainsi de suite. On ne peut pas venir en un instant et tout changer sans prendre en considération ces arguments et ces indices. Le troisième point, c'est la participation commune de toute la partie concernée. Parce qu'on a les professeurs, je ne dis pas les enseignants, les professeurs universitaires, il y a les étudiants, il y a même bien sûr je ne dis pas les fonctionnaires, mais les techniciens qui accompagnent ce processus parce qu'il est étroitement lié à ce qu'on appelle les technologies d'information-communication. Que ce soit stratégique ou pas, nous sommes devant une situation qui est vraiment délicate et que nous devons la prendre en considération à travers l'écoute, à travers, bien sûr, l'ouverture d'un débat national. L'urgence n'est pas là. Nous avons beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Nous avons beaucoup de modèles qui ne sont plus tolérés dans un contexte universitaire, que ce soit la francophonie ou l'anglo-saxonne. Donc, beaucoup de choses à prendre. Mais là, on est, bien sûr, par rapport à notre expérience marocaine. Il faut qu'on adopte notre expérience mère pour bâtir l'avenir de tous les Marocains. Parce que c'est un chantier ouvert, c'est un chantier national qui accompagne un ensemble de projets ouverts, que ce soit le nouveau modèle de développement humain durable, bien sûr la mouvance que connaît beaucoup de dossiers ouverts
par le Royaume du Maroc, les attentes de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, l'investisseur étranger et bien sûr national, et bien sûr l'adéquation et l'homogénéité entre le marché du travail et la formation. Parce que ce soit un espace ouvert ou ferme, donc ça concerne tous les partenaires, ça concerne tous les intervenants, et le projet de loi n'est pas du tout du Coran, c'est une loi qu'on peut modifier, qu'on peut attendre, qu'on peut bien sûr discuter, et le ministre a bien dit dernièrement qu'il est toujours en écoute de tous les partenaires. Le syndicat a bien voulu donner ses propositions, mais nous devons revenir en arrière parce que le Conseil supérieur de l'enseignement et de la formation, de l'éducation bien sûr en formation supérieure est là. Donc nous devons prendre en considération que l'alignement de la stratégie 2015-2030 est là, et bien évidemment les attentes de tous les partenaires devraient être prises en considération pour aboutir à un État, je ne dis pas tolérer, un État bien sûr équitable, un État bien sûr égal et un État bien sûr accessible selon les modèles étrangers comparés et selon bien sûr le respect d'une expérience marocaine à 100%. Vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que l'aspect participatif n'était pas véritablement au top. Nous aurions voulu avoir quelqu'un du ministère de l'Enseignement, mais il semblerait qu'il soit réticent. On est arrivé à voir personne. Donc imaginons que vous avez quelqu'un du ministère devant vous, professeur Xila. Comment vous allez lui poser la question de comment en est-on arrivé là? Quelle est la situation actuelle? Comment expliquez-vous la situation actuelle? Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est des réglementations qui changent? Est-ce que, imaginez que vous soyez devant le ministère, que lui direz, que pourriez-vous lui reprocher sur la situation actuelle? Pourquoi on en est là, après je ne sais pas combien de décennies? On est là parce que, d'abord, il y a un problème de gouvernance. Le dispositif de gouvernance, c'est un dispositif qui est, je dirais, mal loti, quelque part. Je vous donne un simple exemple. Un conseil d'université où il y a 100 personnes, comment vous voulez délibérer sur des points précis? Même s'il y a un conseil de gestion, d'accord, et on revient toujours au conseil d'université. Donc ça, c'est un problème. Deuxièmement, lorsque je dis gouvernance, à mon sens, je peux me tromper, mais en tout cas, il y a une incompréhension de la part de certains acteurs de ce concept. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance, on parle des valeurs, on parle des règles, on parle des procédures, on parle des process, on parle d'énormément de choses. Donc, est-ce que ces éléments existent dans le système de gouvernance et de pilotage de l'université? Moi, je pense que non. Avec ma modeste expérience à l'université, je peux dire que non. Parce que, quelque part, il y a un désengagement, je dirais, c'est le marasme qui existe dans l'environnement, qui entraîne ce désengagement. Vous avez 10 à 15 points sur lesquels vous voulez délibérer en une journée. Ce n'est pas possible. D'accord? Troisième élément, cette gouvernance, à mon sens, n'a jamais été évaluée. C'est ça le problème. Il n'y a pas de rapport d'évaluation concernant la gouvernance de l'université, concernant le pilotage de l'université. Logiquement, lorsqu'on parle de gouvernance, il y a un poids et un contrepoids. Or, le contrepoids, il est oral. Il n'y a pas de contrepoids écrit. En d'autres termes, le syndicat n'a pas de rapport. De rapport qui lui serait remis par les autorités. Vous voulez remettre en question un existant, parce qu'il n'est pas performant, il faut un rapport. Le syndicat doit, à mon sens, soit mandater un bureau, soit mandater des professeurs de l'université pour faire une évaluation de la gouvernance. J'évoque uniquement ce point-là. Alors, on va rester sur ce point. Il y a d'autres éléments. On reviendra là-dessus. Voilà. Je voulais donc, je me tourne vers vous, professeur Lempens. Est-ce que vous considérez que ce projet de loi 59-24 règle justement ce problème de gouvernance, ce problème d'évaluation? Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le syndicat en fait un peu trop? Mais non, le syndicat... refuser les le syndicat n'a pas cessé d'intervenir auprès du ministre et bien évidemment réclamer sa position
en tant que, bien sûr, comme moyen, je ne dis pas de défense, mais d'accompagnement, parce que le syndicat a ses propres attributions et prérogatives. Il est là pour accompagner le changement et pour, bien sûr, dire son mot, parce que l'approche participative est toujours sollicitée, que ce soit au niveau de l'université ou ailleurs. Ça, d'une part. D'autre part, les propositions ont été envoyées par le syndicat au ministère pour savoir, bien sûr, mettre le point sur les points à hiérarchiser, ça d'une part, parce que c'est des priorités à prendre en considération. Soit on commence par la gouvernance, par l'évaluation, par le redressement. Il y a beaucoup de choses à en discuter dans ce sens-là. Ce sont les leaderships qui intègrent, bien évidemment, les approches, je ne dis pas importées de l'extérieur, mais bien sûr fondées sur le nationalisme, parce qu'on parle d'un contexte national. Il faut qu'on prenne en considération que le ministère a suffisamment, bien sûr, de moyens pour initier cette approche d'écoute et initier, bien sûr, un débat national. C'est le débat national qui ne coûtera pas beaucoup de temps, ni d'espace, ni bien sûr, ni d'argent, ni de moyens. C'est les partenaires, c'est les ONG, c'est les étudiants, c'est tous les partenaires qui sont alignés à cet espace qui est bien sûr dirigé vers le champ d'emploi, bien le marché d'emploi. Parce que nul ne peut bien sûr savoir là où on est, parce que le diagnostic est chevauché. On a un diagnostic qui est chevauché, on a un nombre qui est très élevé des étudiants, et surtout, spécifiquement parlant, au niveau des universités bien sûr ouvertes, ça d'une part. Et bien évidemment, il y a quand même un seuil désespéré de ce genre d'étudiants qui ne veulent rien savoir et qui cherchent ailleurs. Et bien sûr, nous sommes en train de vider le contexte universitaire par rapport aux attentes alignées, que ce soit au niveau de la stratégie 2015-2030. C'est pour ça que j'ai évoqué ce point dès le début, parce que quand on parle stratégie, bien sûr, tout ça veut dire la stratification des objectifs, la stratification des moyens et la stratification des partenaires. Parce que nous sommes dans un contexte qui a son indépendance. Il ne faut pas qu'on dépasse l'indépendance. Parce que l'indépendance veut dire accompagner le changement à travers un espace qui a son premier et son dernier mot. On ne peut pas envisager, bien évidemment, une réforme comme ça pour, bien sûr, dire au monde qu'on est, bien sûr, en face d'une réforme. On a toujours de très en fin de compte, textes. L'application. Oui, c'est l'application qui est gouvernée et qui est légotée par un système que nous devons prendre en considération, c'est bien l'approche participative. Car l'approche participative est toujours sollicitée, que ce soit au niveau universitaire ou ailleurs, parce qu'il donne suffisamment de temps, suffisamment d'espace aux intervenants qui donneront certainement beaucoup d'appui, bien sûr, de moyens pour aboutir à un résultat concret. Le résultat concret, c'est quoi, cher ami? C'est le fait de motiver les étudiants, ça d'une part, à ce qu'ils parlent, à ce qu'ils donnent leur avis, ça d'une part. L'université de ne pas chevaucher ses attributions et ses prérogatives par rapport à d'autres intervenants. Quand on parle d'un conseil, bien sûr, nouveau, qui va se baser au niveau de l'université et qui participera beaucoup, bien sûr, d'intervenants qui sont en interne de l'université, ça c'est un problème. Alors, vous parlez beaucoup de participatif. On aurait bien aimé que c'est le modèle à adopter, justement, parce que là, on voit un peu les griefs ou les remarques à faire. Vous parliez professeur Xina, tout à l'heure, d'autres critères. Je viens à la performance. Comment ces critères d'évaluation de cette performance sont faits? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de vos attentes dans cette nouvelle loi pour évaluer le rendement d'une université? Alors, vous savez, dans une loi, il n'y a pas de détail des critères d'évaluation. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il faut attendre que la loi passe d'abord, et après, on va travailler les outils. Vous savez ce qu'il y a dedans? Oui, mais on connaît ce qu'il y a dedans. En tout cas, il faut attendre je dirais, la faisabilité de la loi, l'application de la loi et l'adoption de la loi pour pouvoir aller plus loin. Donc, pour moi, vous savez, on est resté malheureusement dans le formalisme du critère, très bien, mais après l'évaluation, avec des critères, qu'est-ce qu'on fait? C'est là le problème. Ça a été toujours le grand problème. C'est-à-dire que faisons une évaluation avec des critères selon des standards à l'international, mais
Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là le problème de l'engagement. C'est là le problème de pilotage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les enseignants, ce sont mes collègues, le pilotage nécessite de grands managers. Ne nécessite pas. Vous pouvez être un grand professeur, mais vous n'êtes pas un manager. Donc aujourd'hui, l'université a besoin de managers. Les facultés ont besoin de managers. Et on ne peut pas. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il ne faut pas que ce soit forcément des enseignants de l'université. Non, pas forcément. On peut ramener des gérants, des managers, je crois que le législateur a bien compris cela, parce que vous pouvez, par exemple, pour postuler en tant que président de l'université, vous n'êtes pas obligé d'être enseignant ou professeur de l'université. Okay. Donc le législateur, à mon sens, il a tranché avec cette question-là. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin uniquement d'académiciens. Les académiciens sont là pour la recherche, pour la formation, pour le pilotage. Il est de ressort de grands managers, des leaders, des gens qui sont autonomes, des gens qui ont de l'écoute et de l'écoute active, des gens qui sont créatifs. Qui font dans le management, quoi, qui font dans le manager, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de connaître pour une fac de médecine d'être médecin, mais savoir comment fonctionne une fac de médecine et quels sont les besoins. Du tout. Vous êtes un pilote, vous anticipez, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez des troupes avec vous, des lieutenants, qui peuvent exécuter ce que vous faites. Et je crois que l'université marocaine, aujourd'hui, vit ce grand problème depuis très longtemps. Imaginez, là, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues, c'est pas... Imaginez un professeur d'arabe qui est là pour piloter une enceinte qui comprend 80 000 ou 90 000 personnes. Ce n'est pas possible. Là, j'appelle l'arabe en particulier. Ça. Et j'ai dit l'arabe, j'ai donné d'accord, géo. D'accord, n'importe quoi. Ok, d'accord. Des espaces ouverts. Aujourd'hui, nous avons besoin de pilotes. Et un pilote, il doit être formé dans le pilotage. Très bien. Voilà, tout simplement. C'est clair. Alors, on passe au... Le professeur, ce sont mes collègues, mes amis, il est fait pour la recherche. Pour professer. Comme disait l'autre, un professeur, ça professe, un manager, ça manage. Une petite précision, la formation et la recherche. Un point, il faut qu'on différencie entre management public et privé. Oui. Le manager en privé, ça n'a rien à voir avec le public. Le public parce que le publiciste, il sait suffisamment de données, il a un prérequis par rapport au social management. Et le manager privé, il est là pour recevoir le management, c'est un comportement qui soit privé bien sûr, impliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le secteur public. Le comportement, c'est quoi? C'est une personnalité. Le comportement, c'est une gestion de stress, c'est une gestion de crise. Mais ce n'est pas le sens d'entreprise, monsieur. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, l'université. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais oui, pas de problème. L'université anglophone, elle est pilotée par des gens qui savent ce que c'est que le management et le pilotage. Prenez n'importe quelle université anglophone. Il y a quand même une différence approfondie entre le management public et privé. Parce que nous avons un héritage français qui a fait que l'université marocaine... Et nous sommes indépendants. Ce n'est pas de l'héritage qu'il faut... La culture, on n'est pas indépendant de la culture, dans l'enracinement de la culture. C'est là le grand problème. Il faut, je dirais, un sursaut pour pouvoir aller de l'avant. Fini l'administratif. Il ne faut pas rêver, rester dans les correspondances. Non. C'est un porteur de projet, un président, un doyen, c'est des porteurs de projets. Comment mettre en application ces projets, comment les évaluer, comment redresser, comment évoluer, c'est là la question. Votre point de vue, professeur Repès? Je vois qu'il faut quand même différencier, j'insiste là-dessus si vous permettez, c'est des échanges fructueux, ça n'a rien à voir avec votre, bien sûr, vos idées que je respecte fortement. Mais le fait d'intégrer l'esprit de management au niveau d'identité universitaire, ça n'a rien à voir avec le secteur privé. Et c'est le point qui a mis l'accent sur un ensemble de, bien sûr, de différences entre le ministère de tutelle et le syndicat. Là, on est par rapport à la structure publique. Si vous voulez privatiser, c'est ça le problème. Le management public veut restructurer le système selon un modèle qui sera à la portée de toute la population.
Alors que le management privé, donc, il a ses propres atouts, il a ses propres, bien sûr, points positifs, mais il ne peut pas achever, bien sûr, l'intérêt général. Je suis vraiment désolé. Le deuxième point, non, le deuxième point, là, c'est des échanges. La question, c'est question de respect. Vous y allez. C'est question de respect parce que vous êtes un professeur que je vous connais assez. Vous avez. Mais vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr. Ça peut arriver. Vous avez votre mot à dire. Vous avez votre mot à dire. Mais le deuxième point, quand j'ai feuilleté le projet de loi 59-24, il a intégré un ensemble de principes qui figurent sur la plateforme stratégique, que ce soit, on a dépassé l'épisode de diagnostic, on n'a plus besoin de diagnostic, on connaît bien les pannes là où ils se trouvent et les problèmes qui persistent dans le temps et dans l'espace. Quand on parle de redressement, qu'est-ce qu'on va redresser? C'est ça le point d'intégration, la question qu'il faut poser dans ce contexte-là. Quand on parle de l'évaluation, qu'est-ce qu'on va évaluer? Est-ce qu'on va évaluer la stratégie 2015-2030? Si j'ai bien compris, excusez-moi, de quelle manière on va évaluer selon qu'on soit public ou la privée? Non, on parle de l'atmosphère publique. Maintenant, on parle de l'atmosphère publique. Parce qu'on n'est pas encore passé à un grand problème qui affronte la relation et qui, bien sûr, influence négativement parlant, que ce soit le syndicat ou bien le ministère de tutelle, ou comme vous avez dit en arabe, mais il y a un intérêt général à satisfaire quand même. Le troisième point à prendre en considération, est-ce que le ministère peut attendre pour discuter et pour, bien sûr, ne pas faire passer d'une manière urgente ce projet de loi? Parce que nous sommes devant beaucoup de, bien sûr, de remarques, nous sommes beaucoup de bien sûr, de choses qui se demandent de la part, que ce soit du syndicat, que ce soit des universitaires, et surtout, je parle là, des universités à espace ouvert. Parce que nous sommes devant une diminution de nombre des personnes qui ne veulent plus intégrer ce genre d'université. Je parle selon un modèle que je connais très bien, parce que je suis un professeur qui exerce au niveau d'une faculté de droit. Nous ne sommes plus devant la masse populaire qu'on avait auparavant. Et c'est un problème que nous devons prendre en considération et que nous devons mettre l'accent sur pour ne pas tomber, dans un contexte qui ne servira pas, que ce soit l'université, que ce soit l'État-nation, que ce soit bien sûr le marché du travail. Professeur Xela, je vois que vous avez beaucoup de remarques à faire. Non, je crois qu'il y a un amalgame qu'on est en train de faire, à mon sens. Les enceintes ouvertes, ils sont partout. Ce n'est pas uniquement au Maroc. Ça existe en France, ça existe en Belgique, en Allemagne, en Suisse, il n'y a pas de problème. Est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'on va établir un numerus clausus partout dans les établissements? Ça, c'est impossible. Maintenant, pour réduire la charge, il faut recruter, tout simplement. C'est-à-dire que le ratio nombre d'étudiants par rapport au nombre de professeurs sera bien réduit. Et au lieu d'avoir 300 personnes, nous aurons 150 personnes. Et les autres, on en fait quoi? Les autres, les 150, on en fait quoi? Si c'est accès ouvert, c'est ouvert par définition. Oui, c'est ouvert par définition, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire vous augmentez le nombre de professeurs. D'accord, ok. Vous réduisez le nombre d'étudiants par professeur, tout simplement. Donc, c'est pas la question. Ce qu'il disait le professeur Xela, excusez-moi, c'est une question que je n'ai pas prouvée, mais qui arrive comme ça. À des établissements à accès ouvert, est-ce que ce n'est pas aussi la solution de facilité pour les étudiants qui n'auraient pas réussi des concours ou qui n'auraient pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'orientation ou d'offres universitaires et d'offres académiques pour essayer de dispatcher un peu les jeunes bacheliers sur les différentes universités? Je vais vous dire ce que je pense. Nous avons un stock à gérer. Et ce stock-là, malheureusement, parce qu'à un certain moment, il y avait un taux de croissance démographique très, très élevé. Nous étions parmi les premiers dans le monde, début des années 70. Donc, en arrivant aujourd'hui, nous avons un stock et un cumul qu'il faut gérer, tout simplement. Donc, on se retrouve dans les universités, ce qu'on appelle, entre guillemets, des universités parking.
Et c'est ça le grand problème. C'est le jargon universitaire. Oui, c'est l'université parking. Donc, est-ce que tout le monde est motivé pour aller apprendre? Est-ce que tout le monde est motivé pour aller étudier? C'est toute la question qui est là. On ne peut pas uniquement reprocher au ministère où nous sommes tous des responsables. Nous sommes tous responsables. Hein? Que vous soyez devant 300 personnes ou que vous soyez devant 200 personnes, à mon sens, ça demande plus d'engagement, plus de travail, plus d'investissement, etc. Donc, le grand problème aujourd'hui, à mon sens, ce n'est pas l'accès ouvert ou l'accès fermé. Hein? Ça a été toujours comme ça. L'accès, faut réduire cela, diminuer le choc pour pouvoir avancer. Donc, la question, est-ce qu'on peut attendre? Parce que le professeur Jourdé a posé la question, est-ce qu'on peut attendre un petit peu, débattre, discuter? Non, on a trop attendu, à mon sens. Oui, on peut dire ça, oui, effectivement. Il y a une réforme. Il fallait apporter, bien avant la réforme, bien avant la loi, il fallait apporter, je dirais, des corrections, des orientations, des propositions. Ça n'a pas été fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat pour les établissements accès ouvert qui pose un problème? Il y a plusieurs dizaines de milliers. Le problème, c'est que ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'étudiants à qui on donne de l'illusion. Finalement, ils vont se retrouver avec un diplôme qui ne va pas leur permettre de travailler après. C'est la finalité. On va parler le même langage. On ne va pas être en état de désaccord d'opinion. Je vais tout dire et en toute sincérité. Donc, est-ce qu'on est arrivé à un nombre toléré par rapport aux étudiants? Je parle du corps professoral. La réponse est non. Parce qu'on a peu de professeurs qui occupent la profession professorale, et surtout au niveau de l'espace ouvert, parce qu'on est devant une situation qui est bien sûr massive. Donc, nous sommes aussi bien devant des programmes qui sont dépassés et que nous répondrons en aucun cas, que ce soit à court ou à moyen terme, et aux attentes des investisseurs, parce que la vision nouvelle du Maroc est autre que celle, bien sûr, d'hier, parce que nous sommes devant une stratification des attentes et des besoins à travers la motivation de l'investisseur, que ce soit national ou international. L'investisseur ne veut rien savoir. Il cherche des compétences nichées. Tout à fait. Et c'est le fait pourquoi j'ai posé et j'ai, bien sûr, j'ai demandé à ce qu'on attend un petit peu. Ce n'est pas de l'attendre, bien sûr, jusqu'à moi l'infini. Un petit peu, ça veut dire... pour écouter l'un l'autre. Parce qu'il y a quand même des gens qui râlent, il faut oser dire ça. Il y a des gens qui disent au ministère, il faut m'écouter, il faut bien sûr prendre en considération, que vous preniez en considération les recommandations qui émanent du Conseil supérieur, parce que nous avons quand même, voulons ou ne voulons pas, un Conseil supérieur de l'éducation, bien sûr, de la formation. Et c'est un conseil qui a son mot, il a son think tank. Et il a déposé quand même plusieurs recommandations que les gens disent que le ministère n'a pas pris en considération. Donc, pourquoi faire pour attendre ou ne pas attendre? Ça, c'est le choix du ministère et c'est le choix du gouvernement. Mais pour que ce soit, bien sûr, avantageux et fructueux, il faut qu'on, bien sûr, intègre, quand vous avez dit, dès le premier mot initié dans ce contexte-là, qu'il faut adopter ce qu'on appelle l'approche participative. Pourquoi l'approche participative? Parce qu'il y a beaucoup de données à prendre en considération, que ce soit au niveau du management, parce que lorsqu'on parle management, c'est un mot vague. Il est assimilé à ce qu'on appelle, comme vous avez dit, la gouvernance. Qu'est-ce que nous voulons dire? Est-ce que nous cherchons la gouvernance financière, administrative, didactique, etc., etc. Et puis, bien sûr, écouter le corps professoral qui est là et qui peut quand même intégrer un système, bien sûr, qui sera à la portée, que ce soit de l'étudiant, du ministère de tutelle, et pour l'étudiant en premier et en dernier lieu, et puis passer à la vitesse voulue et à la vitesse maximale par rapport à la stratégie. On ne va pas oublier qu'on a une stratégie nationale 2015-2030 qui initie toujours beaucoup d'expériences dans ce sens-là, et bien évidemment pour accompagner ce qu'on appelle bien sûr, ce changement, je ne dis pas radical, parce que ça ne s'arrête pas là, on va changer, et bien sûr nous serons toujours appelés à changer selon que ce soit le modèle, l'attente et bien évidemment la politique générale de l'État, parce que le financement il est doublé, il se double, là les attentes bien sûr se multiplient,
et les exigences aussi bien se multiplient. Donc, pour équilibrer cette assiette, nous sommes appelés à prendre en considération un cadrage, je dis bien, participatif. Résumé des choses, les promoteurs de la loi, ça c'est une question un peu difficile. Est-ce qu'on s'achemine vers de la perte de temps? Vous parliez de temps tous les deux. Vous vouliez du temps, vous ne voulez pas de temps. Est-ce qu'on s'achemine vers un peu de temps? Ouais, c'est pas de temps. Est-ce qu'on s'achemine vers la porte fermée, encore vers la porte, vers l'impasse? Parce que d'un côté, vous avez le promoteur de la loi, en l'occurrence le gouvernement, qui dit c'est normal, c'est son œuvre, que ce projet est conforme aux objectifs du développement de l'ONU, qu'il est conforme au nouveau modèle de développement. De l'autre côté, le SNE, le syndicat, dit qu'il critique un projet qui a été fait à l'écart de l'enseignant. Est-ce que finalement, on est en train de partir vers quelque chose qui va créer encore un conflit social? Je ne pense pas. Donc tout est bien, alhamdoulilah, c'est bien. Tout va bien. On est obligé d'aller de l'avant. Par forceps, par tout ce que vous voulez. La situation actuelle nous dicte de faire du forcing pour aller de l'avant. On ne peut pas s'attarder à appliquer l'intelligence artificielle. Les éléments technologiques, l'enseignement à distance, les établissements à but non lucratif. Donc tous ces éléments attendent, ne peuvent pas attendre, mais on doit accélérer le process. Ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, qui conteste, par exemple, les passerelles? La loi apporte les passerelles. Expliquez les passerelles, s'il vous plaît. Les passerelles, d'une branche à j'ai fait, l'autre. par exemple, 2 ans quelque part, j'étais dans une orientation, j'ai envie de changer d'orientation. Donc, est-ce que je dois perdre les 2 années que j'ai faites? Non. La loi apporte les passerelles, il n'y a pas de problème. La loi apporte aujourd'hui l'enseignement à distance. Est-ce qu'on ne doit pas intégrer l'enseignement à distance? La loi apporte une autre vision de la gouvernance. Est-ce qu'on doit... et la gouvernance, c'était toujours, je dirais, les instances de gouvernance ou d'évaluation de la gouvernance, c'est des instances externes. Je prends l'inspection des finances, la Cour des comptes, etc. Alors aujourd'hui, on a constaté, et c'est très simple, que ce système de gouvernance ne fonctionne pas. On a apporté un autre système de gouvernance. Maintenant, on peut le critiquer, c'est pas coranique, c'est pas évangélique. On peut le critiquer. Il peut y avoir un débat sur cette question-là. Mais il faut qu'il y ait une trame, il faut qu'il y ait une base. Cette base, elle est apportée par la loi qu'a apporté le ministère. Quelque part, vous réclamez un peu de temps, comme le professeur Lapès. Non. Écoutez. C'est pas ça. Pour moi, je ne réclame pas de temps. Et je ne suis pas dans la précipitation, je suis dans la vitesse. On n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. Il faut accélérer, il faut débattre, discuter, avancer, progresser. Voilà. Il y a des politiques qui discutent, il n'y a pas de problème. Nous sommes des chercheurs, des enseignants, on apporte un éclairage quelque part dans le débat, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est l'intérêt général qui prime. Et pour moi, je vais vous dire une chose, arrêtons ce système francophone. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de dégâts dans ce système francophone. Empruntant ce système anglophone. C'est dit en français. Voilà. Oui, c'est dit en français. En plus, empruntant ce système anglophone. Et c'est un système. Écoutez, les 20 premières universités du monde dans les classements, même si je n'y crois pas personnellement au classement, ce sont des universités anglophones. Anglophones, c'est vrai. Alors, je reviendrai sur cette question de culture francophone ou culture anglophone, mais je voudrais vous faire réagir, professeur Lapès, sur la même question. Nous avons un gouvernement dit une chose, le syndicat qui en dit une autre. Le professeur Xila face à vous dit que il n'est pas dans la précipitation, mais dans la vitesse, et vous êtes plutôt dans la retenue, plutôt dans la réflexion, plutôt. Est-ce que si vous demandez du temps, c'est pas parce que vous voyez qu'il y a un désaccord manifeste entre les deux parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement et le syndicat? Nous ne sommes pas contre la réforme. La réforme aura lieu. Nous voulons pas, parce que le gouvernement a son pouvoir exécutif et réglementaire même. Mais l'approche participative est adaptée même par Sa Majesté le Roi. Vous avez vu ce qui s'est passé hier.
on a invité les partis politiques pour qu'on parle à haute voix, là où on est par rapport à notre fameuse expérience d'autonomie du Sahara marocain. Et c'est les choses qu'il faut adopter pour ne pas tomber à un boycott par rapport à notre potentiel humain. Parce que le potentiel humain est le noyau dur à travers lequel on peut passer à la vitesse maximale, à la fiabilisation de ce système. Je ne dis pas qu'il faut couper du jour au lendemain avec ce processus qui est très important. Je connais que le ministre de l'Enseignement supérieur est quelqu'un qui connaît bien ce qu'il fait. C'est un grand monsieur. Et il a assuré beaucoup de missions en tant que président de l'université de Bnot Oufeil. Il a initié beaucoup d'expériences et réussi en le domaine. Mais hier, j'ai vu une déclaration qui émane de ce ministre. Il a dit qu'il n'est pas, bien sûr, qu'il ne ferme pas les portes et les fenêtres, bien sûr, devant les parties prenantes. Et la loi, le projet de loi, puisqu'il n'est pas encore adopté, on peut dire beaucoup de choses, on peut le retirer même, pourquoi pas, pour avoir, bien sûr, intégré beaucoup de recommandations qui seront à la portée de l'étudiant et à notre, bien sûr, développement humain durable. Parce que la loi est là, ou bien le projet de loi est là, mais nous devons chercher en premier et en dernier lieu son efficacité et son efficience par rapport à nos attentes. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, puisqu'il a dit que le système francophone n'est plus toléré. Pourquoi il n'est plus toléré? Parce qu'il n'a par le système de formation, que ce soit au Maroc ou ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de retombées, bien sûr beaucoup de retombées qui sont déclarées par un ensemble de, bien sûr, de sources d'évaluation de, bien sûr, le rendement, bien sûr, de ces formations alignées à ce processus, ou bien à ce modèle francophone. Le modèle anglo-saxon, il est le mieux placé. Pourquoi? Parce qu'il adopte de temps à autre un ensemble de moyens d'accompagnement. Pourquoi? Vous avez évoqué tout à l'heure le FAD, la formation à distance, c'est une bonne chose. Et le fait d'adopter les passerelles, c'est un modèle américain. Et soit vous cherchez à être formé dans ce sens et vous voulez changer du jour au lendemain, vous pouvez aller avec votre ancienneté universitaire. C'est une bonne chose et garder sa position. Ce n'est pas le fait de gâcher son temps et puis aller revoir son trajectoire dès le début. Mais nous sommes devant, bien sûr, une discussion ouverte et on aura certainement beaucoup de choses à prendre en considération par rapport bien sûr, aux attentes menées par le biais de ce projet que je considère positif. Il est positif pourquoi? Parce qu'il intègre, j'insiste encore une fois, le management public. Le management public n'est pas du tout au contraire du management privé, mais le non lucratif est toujours là. Les retombées qui seront bien sûr, la gouvernance. Bien sûr exprimées, que ce soit par le potentiel humain, technique et bien sûr éducatif et ainsi de suite, ils sont là pourquoi? Pour bien sûr exprimer leurs attentes et leurs bien sûr recommandations par rapport aux choses qui vont se dérouler très prochainement. On va s'arrêter un instant sur cette question de francophone-anglophone. Donc c'est le bachelor qui va être restauré en 4 ans. Donc on s'éloigne un peu du système LMD français et on se rapproche du modèle anglo-saxon. Mais pour autant, est-ce qu'on est véritablement outillé pour faire face à des changements de paradigme, sachant que, on l'a dit il y a un instant en aparté pendant que le professeur parlait rapidement, nous sommes une génération qui a travaillé en français, qui a eu la connaissance avec le français, et puis nous avons une nouvelle génération qui arrive, la génération Z ou la génération précédente Y, qui est plus anglophone depuis les nouvelles technologies de l'information. Est-ce qu'on est véritablement outillé pour passer d'un système à l'autre, sachant que les décideurs sont plutôt francophones, le reste, et que les destinataires de ces politiques sont plutôt anglophones? Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement ou une faille entre les deux? C'est la vie qui nous apprend à vivre. Hein, et donc, c'est dans l'application qu'on va apprendre. Très philosophique, ça. Voilà, il faut le reconnaître. Un jour, on a demandé à un politicien marocain, et on est loin de la démocratie. Il a répondu, c'est en appliquant la démocratie qu'on l'apprend. Donc, c'est en appliquant qu'on va apprendre. C'est par essai et par erreur. Il n'y a pas de problème. Mais il faut commencer. Hein. Il ne faut pas toujours attendre, on va tout avoir, tout former pour pouvoir... Quelle est la différence? La différence, c'est le système de crédit. Hein? Dans le système, je suis le fruit du système marocain, du système francophone et du système anglophone. Donc je connais les trois. Hein?
La différence réside en quoi? D'abord, dans l'autonomie de décision au niveau... il y a une autonomie chez le professeur dans le système anglo-saxon, premièrement. Deuxièmement, c'est un système de crédit. C'est-à-dire que si vous avez un cours qui coûte 3 crédits, vous pouvez le garder, il sera réinvesti quelque part. Troisièmement... Ça, c'est très anglo-saxon, par contre. Oui, c'est ça. Troisièmement, il y a, je dirais, toujours, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, cet esprit participatif. Oui. On fonctionne en équipe, on fonctionne en groupe. L'équipe n'est pas forcément la structure. Ici, par exemple, il y a des départements, d'accord? Est-ce que vraiment il y a un esprit d'équipe dans le département? D'accord, ok. Dans le système anglo-saxon, peut-être qu'il n'y a pas la structure, mais il y a l'esprit. Et donc, c'est ce qui fait la différence entre le système francophone et le système anglophone. Et en plus de ça, il y a toujours une révision des curricula. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toujours actualisation. Toujours une actualisation, toujours une modernisation, toujours une révision, une évaluation, etc. Donc nous sommes dans un continuum avec des coupures, mais avec des continuités. C'est là la question. Donc, à mon sens, on va réintégrer le système anglophone, c'est tant mieux. Ceci étant, le système francophone a quand même des choses, des éléments qui sont très très bien. Bien sûr. On va essayer de les sauvegarder, de les garder, et donc on va faire peut-être notre recette à nous. C'est-à-dire créer une espèce de syncrétisme culturel entre les différentes expériences qui existent et peut emprunter aussi en Extrême-Orient ou ailleurs. Prendre ce qu'il y a, comme ont fait les Coréens, je pense, à un moment, comme on fait les Finlandais à un moment pour l'éducation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je me tourne vers vous, professeur Lourdier-Lapès. Sur cette question-là, il y a 2 questions qui se posent en fait, public-privé. On en a parlé tout à l'heure. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ne soyez pas étonnés, il reste 5 minutes. Donc allez-y vite, il reste votre parole. Et votre... Voilà, je sais. Donc il y a le privé et le public. Et puis il y a la question aussi de la langue, le francophone, l'anglophone. On sait l'anglo-saxon, plutôt la culture anglo-saxonne. On sait que dans les années 80, il y a eu un problème. On a dit que l'un des problèmes de l'université venait du changement de langue. On était au français, on est passé à l'arabe, ça a été mal géré. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là maintenant? Et dans le privé, est-ce qu'il n'y a pas aussi... une atteinte à l'égalité des chances, vu que le privé coûte très cher pour des bourses moyennes. Mais le privé existe. On ne peut pas se cacher derrière les coulisses, parce que le privé est bâti sur un ensemble de principes. Donc pour assurer l'égalité des chances, il faut que le public soit parfaitement... Il est aligné aux attentes de l'État national. Donc que ce soit un privé ou un public, il travaille sur un cahier de charges qui est établi par le ministère de tutelle sous l'égide de la politique générale de l'État et en moyennant des politiques publiques qui se mènent à travers le pouvoir exécutif. Le deuxième point, c'est les soft skills. Maintenant, on est en train de parler des soft skills. Ces soft skills sont là. Ils sont en train de redéployer le système de formation au niveau de nos universités et créer un contexte d'échange, que ce soit sur une plateforme professionnelle, ou bien éducative, ou bien universitaire, tout en accompagnant l'étudiant à ce qu'il adhère à ce système et cette atmosphère de changement. Le troisième point, c'est le PPP, le partenariat public-privé. Nous avons une loi là-dessus. C'est un partenariat qui est fructueux. Égalité ou pas égalité, ça reste un choix, comme on parle. Mais l'égalité ne peut pas dépasser ce qu'on parle, bien sûr, l'égalité institutionnelle et constitutionnelle. L'égalité constitutionnelle, c'est le fait d'accéder bien sûr, aux universités choisies sur, bien sûr, un point qui est ligoté par la loi. Le choix du privé et du public, ça reste un choix, je ne dis pas du prestataire, un choix de l'étudiant, et selon les moyens qu'il a. Mais par rapport aux moyens, nous devons prendre en considération qu'il nous faut un système identique, que ce soit au niveau de formation, je parle, au niveau du privé et du public, pour ne pas tomber bien sûr, dans un contexte de discrimination. Et c'est ça le problème qu'il faut prendre en considération. Et puis, créer le contexte managérial qui est ligoté par ce qu'on appelle l'entrepreneuriat universitaire. C'est un entrepreneuriat que nous devons prendre en considération pour assurer de l'homogénéité entre les demandes
de l'investissement, bien du marché du travail, avec bien sûr les formations assurées par les universités. Vous êtes en équilibre marocaines. de temps, il va rester 2 minutes, 1 minute chacun exactement. Si vous deviez dire quelque chose au ministère, si vous deviez apporter une proposition, si vous apportez un jugement en 1 minute sur cette loi 59-24 qui est en train d'être discutée actuellement dans le circuit législatif, vous diriez quoi en 1 minute? Je suis pour cette loi, il n'y a aucun problème. Il faut valoriser le corps enseignant. Hein. Il faut respecter la contractualisation qu'il y a entre le ministère et le corps enseignant, parce qu'il y a des points en suspens depuis très longtemps. Hein. Il faut les accélérer et aller passer de l'avant. C'est comme ça qu'on va motiver les enseignants à pouvoir s'investir et à pouvoir intégrer, je dirais, cette loi. C'est une loi extraordinaire, à mon sens. Hein. Elle apporte beaucoup de valeur ajoutée. Il y a peut-être... certains considèrent qu'il y a une précipitation quelque part, mais moi, je considère que non. Il n'y a pas de précipitation. Hein. Il y avait de la concertation. Il faut l'assurer dans le circuit législatif. Elle n'était pas élargie, peut-être. Et maintenant, on peut toujours se rattraper dans l'avenir. 1 minute et on termine toujours cette conclusion. En guise de conclusion, je peux dire que la loi est positive, mais il faut l'aligner avec ce qu'on appelle l'approche participative pour qu'il soit bien sûr accessible, fiable et bien sûr rentable pour toute la population concernée. On aurait voulu avoir quelqu'un du ministère, effectivement, ça aurait enrichi un peu plus la discussion. Mais merci pour vos éclairages, professeur au pluriel. Merci, professeur Louardine Abbas. Merci, professeur Mohamed Gzira. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV et à la semaine prochaine.